Si vous avez regardé les vidéos dans le bon ordre, on a commencé par parler de la science de l'information. Qu'est-ce qu'une information? En fait, tout est une information. La couleur des cheveux d'une personne, comme par exemple si la personne a les cheveux blancs, là je parle d'un blanc, un blanc qui représente une personne âgée. Justement, ça nous donne une indication sur son âge. Hein, on sait que quand on regarde les cheveux d'une personne, un bébé n'a pas les mêmes cheveux qu'un grand-papa, par exemple. Donc, tout est une information. C'est ce que je veux dire. Vous pouvez vous imaginer ce que vous voulez. Vous avez des gardiens de sécurité dans des centres commerciaux qui regardent des caméras. Et la façon qu'une personne a à regarder à gauche et à droite, son comportement, sa vitesse de marche, sa façon de se tenir, un gardien de sécurité expérimenté va reconnaître ces informations-là comme étant une personne qui a un comportement différent de la moyenne des gens et va être porté à le surveiller un peu plus. Donc, vous avez tout, que ce soit notre façon de marcher, notre façon de parler, notre accent, mon accent à moi, par exemple, vous voyez, de par mon accent, ça vous donne un indice que je n'habite pas dans le même pays que vous, peut-être. Alors, vous voyez, chaque petit détail de notre vie est une information. Donc, c'est un peu ce que je voulais expliquer dans la première vidéo. Euh, Ensuite, la deuxième vidéo, j'ai parlé un peu de réseautique. Comment on transporte des informations. Maintenant, on le sait que c'est une information. On sait que la couleur de cheveux d'une personne est une information, bon, etc. Comment je fais pour transporter cette information-là de quelque part, d'un endroit à un autre? Vous savez que nous, les humains, on peut marcher, donc je pourrais aller dans un endroit, dans un café, par exemple, et puis quelqu'un m'informe que le gouvernement a pris une nouvelle décision, par exemple. Alors, je pourrais me déplacer et puis m'en aller dans un restaurant plus loin et informer les gens dans le restaurant que le gouvernement a pris une nouvelle décision. Alors, j'ai obtenu l'information à un endroit et j'ai transporté cette information-là en la mémorisant. Et quand je suis arrivé à destination, j'ai exprimé mes mémoires euh, et puis j'ai été capable de véhiculer l'information. Donc, les ordinateurs s'échangent aussi des informations. Et puis, au lieu d'avoir l'adresse d'un café puis l'adresse d'un restaurant, eh bien, on a une adresse IP qui nous est obtenue par notre fournisseur de services Internet. Et quand on clique sur un site web, comme par exemple magasin.com, un magasin quelconque, il y a un DNS derrière qui fait une résolution de magasin.com par une adresse IP. Et ensuite, en arrière-plan, c'est un peu transparent pour l'utilisateur. L'utilisateur, on veut pas qu'il soit au courant de tout ça. On veut que l'expérience utilisateur soit simple, qu'il ait seulement qu'à se souvenir de magasin.com et de rentrer magasin.com. On veut ça simple pour lui, mais nous, comme programmeurs, on doit savoir un peu comment ça fonctionne derrière. On doit savoir que ça va être résolu en une adresse IP. Il y a des routes dans mon ordinateur, dans mon système d'exploitation. Les routes vont, en fonction de l'adresse IP, aller vers un gateway ou une passerelle par défaut. Et la passerelle va m'amener ça vers le prochain, le prochain point. Un peu comme si on marchait dans la rue, on conduisait une automobile. Pour aller au restaurant, transmettre l'information, on va devoir tourner à gauche ou continuer tout droit peut-être. Donc c'est un peu ce que je voulais faire bien comprendre dans mes précédentes capsules. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est, OK, l'humain est capable de faire ça, mais l'humain est assez limité, si je peux dire, dans sa vitesse d'exécution. Hein, et la quantité d'informations que l'humain peut transmettre. Donc, moi, comme humain,
dans mon café, dans mon exemple de tantôt, si on m'a informé de trois ou quatre éléments, je suis capable de marcher, aller informer quelqu'un d'autre. Mais vous comprendrez que ce n'est que trois, quatre éléments. Il est possible que ma mémoire oublie certains détails d'un ou deux éléments. Donc, on m'a dit que le gouvernement avait investi 1,23 milliard à quelque part. Mais quand j'arrive puis je transmets l'information, il est possible que j'ai oublié que c'était un point, je ne sais plus combien, finalement, c'était 1 milliard quelque chose, mais j'ai perdu quelques détails parce que ma mémoire comme être humain euh, se souvient pas des petits détails comme ça. Alors que l'ordinateur, quand il enregistre quelque chose dans sa mémoire, est assez infaillible. Il se souvient du moindre détail très longtemps. Une autre chose, c'est que l'ordinateur, au lieu de lui donner deux, trois informations, on pourrait lui en donner 15 milliards d'informations. Il va toutes les retenir avec les détails qu'on lui aura donnés. Et un autre avantage, c'est que moi, pour me déplacer au restaurant pour aller informer une personne, il est possible que ça me prenne 15 minutes entre le café et le resto. Alors que grâce à l'informatique, on peut informer 13 millions de Chinois à partir du Canada avec 14 millions d'informations en une fraction de seconde. Donc c'est là que l'ordinateur vient vraiment supplanter l'humain dans sa capacité à ingérer des informations, à les traiter, les transmettre, etc., à des vitesses absolument incroyables. Donc, c'est un peu pour ça que l'informatique, quand on sait comment fonctionne l'information, comment la véhiculer, eh bien, rapidement, on est tenté de dire, OK, mais comment je pourrais le faire avec un ordinateur et de le faire à une échelle beaucoup plus grande que ce qu'un humain est capable de faire. Mais par contre, il faut d'abord être capable de le faire. Il faut d'abord le comprendre, qu'il faut aller chercher des informations. Il faut peut-être faire un traitement ou les mémoriser ou les stocker ou les encrypter. Il est possible que si dans le café, on vous a révélé un secret tellement incroyable que vous allez devoir être très prudent de ne pas révéler le secret ou de vous assurer que le destinataire, c'est vraiment la bonne personne, peut-être même en vérifiant ses pièces d'identité pour être sûr que vous transmettez le message à la bonne personne, parce que là, c'est pas qu'un petit détail. Alors, en informatique, ça va être la même chose. On va s'échanger des clés SSH, des certificats d'encryption. On s'assure que l'autre est le bon interlocuteur. On encrypte les messages. On ne veut pas se faire espionner. Donc c'est tout ça. Donc, l'ordinateur, un peu à la façon de l'humain, la façon que ça fonctionne, je vais aller avec un ordinateur de base, ok? Quelque chose d'assez générique. Je ne veux pas rentrer dans des super ordinateurs, dans des nuages informatiques, là, le fameux cloud, où il y a des clusters de serveurs, ou des serveurs comment je pourrais dire, qui créent des serveurs virtuels sur des pools de ressources. Je ne vais pas y aller avec une complexité comme ça. Mais sachez que ce que je vous explique aujourd'hui, c'est pour vous donner une base en informatique. Avant de faire de vous des experts, là, commencez par la base. Donc, c'est mon point, c'est ma façon de voir les choses. Je ne veux pas faire de vous des experts si j'arrive avec des concepts que vous allez avoir de la difficulté à assimiler. Je pense que si vous voulez devenir expert, commencez par bien apprendre la base, bien la comprendre, une bonne fondation. Après ça, vous allez pouvoir construire un gratte-ciel dessus. Si la fondation est tout croche, vous irez pas bien loin. Alors, je vais aller avec un PC de base. En gros, on a généralement un clavier, un écran, qui sont vraiment deux composantes essentielles et très répandues, hein, parce que j'ai rarement vu un ordinateur pas de clavier ou pas d'écran. C'est généralement même une pompe à essence, hein, vous savez, quand vous allez mettre de l'essence, il y a un petit écran avec un petit clavier. Quand vous rentrez votre carte de débit, par exemple, sur le petit écran, c'est écrit voulez-vous mettre 20 dollars d'essence ou 40 dollars. Puis avec le clavier, vous pouvez entrer vos réponses, oui, non,
Donc, des écrans, des claviers, c'est très courant. Ça peut prendre différentes formes. Comme sur nos cellulaires, on voit bien que le clavier a pris une forme différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur un PC. Mais il y a un clavier qui va nous être dessiné à l'écran et l'écran tactile va, avec le clavier dessiné derrière, ben, vient remplacer le clavier traditionnel. Donc sachez juste qu'un écran puis un clavier, il y a un concept bien connu dans notre tête, mais parfois, ça peut prendre une forme un peu différente. Alors, il y a un autre élément assez important, c'est la mémoire. La mémoire, on va généralement avoir deux grandes familles de mémoire, si je peux la diviser comme ça. On a une mémoire qu'on appelle la mémoire RAM, qui va être notre mémoire euh, volatile, OK? Volatile parce que quand on allume l'ordinateur, toute cette mémoire-là est éteinte. Même chose quand on éteint l'ordinateur ou on manque d'électricité, on va perdre le contenu de ce qui était en mémoire. Et on a la mémoire de masse ou le stockage de masse, qui va être généralement notre disque dur ou une clé USB ou une carte flash dans un cellulaire, par exemple. Des fois, ça peut être des circuits imprimés sur le motherboard. Mais l'idée, c'est de comprendre que cette unité de stockage, généralement, c'est ce qui permet une mémoire de beaucoup plus longue durée. Donc, si vous manquez d'électricité, cette mémoire-là n'est pas perdue. Donc, voilà un bon exemple. Vous êtes en train d'écrire un document dans Word et puis vous manquez d'électricité. Vous rallumez le PC. Heureusement, Word fait des sauvegardes environ à chaque 5 minutes, par exemple. La configuration peut changer, mais on va dire aux 5 minutes. Donc, si vous avez écrit 20 pages de texte dans Word, vous allez peut-être avoir perdu juste la dernière phrase là, entre une sauvegarde et la panne d'électricité. Peut-être qu'il y avait une phrase que vous aviez écrite qui n'a pas été sauvegardée. Mais grâce à la sauvegarde automatique de Word, ben, le travail n'est pas tout en mémoire, il est régulièrement écrit sur le disque. Donc, c'est un petit peu la façon que ça fonctionne. Donc, le disque dur, ben, c'est ce que quand je fais la commande ls ici, ben, tous mes fichiers qui sont là, donc mes photos, donc ça en est un autre bon exemple. Quand vous prenez une photo avec un cellulaire, ben, ça serait plate que si votre cellulaire manque d'électricité, vous perdiez toutes vos photos, ça ferait pas de sens. Alors, chaque photo est écrite sur le stockage permanent. Il est possible aussi qu'une copie de la photo soit poussée vers le cloud. Si vous êtes avec un appareil Apple, ça va être vers le iCloud. Si vous êtes avec Google ou peu importe quelle compagnie, Microsoft, ils ont tous leur cloud maintenant. Comme ça, si jamais vous cassez votre cellulaire et vous en achetez un autre, le simple fait de le reconfigurer avec votre login habituel, ben, va aller reprendre du cloud parce que là, vous avez une troisième sorte de mémoire qui est une mémoire dans le nuage. Donc, juste pour récapituler, parce que j'ai débuté avec deux sortes de mémoire, je suis rendu à trois, là. La première mémoire, c'est la mémoire RAM. Donc, celle qu'on utilise là, pour faire notre programmation. Et puis, la mémoire de stockage, là, c'est le disque dur ou une clé USB, ou appelez ça comme vous voulez, une carte flash. Donc, ça permet de sauvegarder sur le long terme des informations. Le cloud sera une troisième partie. Le cloud, en fait, c'est juste, on appelle une dématérialisation. On veut plus. L'informatique, hein, lorsqu'elle a évolué, tout, tout reposait sur le matériel qu'on possédait. Si on perdait notre matériel, on perdait toutes les informations qu'il y avait à l'intérieur. Donc, de là l'importance de prendre des backups parce que si notre ordinateur brise, on perd tous nos programmes qu'on a fait, tous les photos qu'on avait aussi. Ce qui est intéressant avec le cloud, c'est que maintenant, on est dématérialisé, on n'est plus limité à notre matériel.
Donc, en prenant une photo, la photo est sauvegardée, mais il y a aussi une copie dans le cloud. Comme ça, si on arrive sur le matériel d'une autre personne et qu'on se logue avec nos propres informations, on peut voir notre photo à ce moment-là parce qu'elle est accessible. Elle n'est plus dépendante du matériel. Donc, même chose, si le matériel brise, ben, généralement, on a une copie de nos informations dans le nuage. Donc, ça vient nous sauvegarder. Il existe deux grandes familles de langages de programmation. Avant même de parler de langage de programmation, je reviens sur ce qu'est une information, hein. Je ne le dirai pas assez parce que c'est assez important à comprendre. Euh, une information, tout est une information. Donc, vous voyez que je porte des lunettes. Mon visage vous donne une information sur mon âge. Et on sait qu'à partir d'un certain âge, quand on a besoin de lire, il est possible qu'on ait besoin de lunettes pour lire. Même si quand on conduit ou quand on fait des activités, on n'a pas besoin de lunettes, ben, à l'occasion pour lire en vieillissant. Donc vous comprenez que le fait de voir un homme avec des lunettes ben, pourrait vous donner une idée sur sa capacité visuelle, son âge, etc. Et on disait aussi que c'est bien beau de connaître ce qu'est une information puis de la véhiculer, mais on veut utiliser un ordinateur pour lui donner des instructions pour aller les obtenir, ces informations-là, les traiter et les envoyer. C'est surtout ça qu'on veut faire avec un ordinateur. Même si vous voulez programmer des jeux, c'est la même chose. Vous allez devoir aller chercher une information à quelque part, comme par exemple, euh, euh, est-ce que la personne, tu sais, vous dessinez un personnage à l'écran, le personnage va devoir aller tout droit, tout tourner à gauche, ou peut-être même tirer une balle de fusil vers un ennemi, dépendamment c'est quelle sorte de jeu. Alors, comment vous allez obtenir l'information du joueur, de son intention de tourner à gauche? Eh bien, vous allez, quand vous faites votre jeu, vous allez dire, bon, ben, s'il utilise un clavier d'ordinateur, ben, la lettre Z, ça va être pour tourner à gauche, et puis la barre oblique peut-être pour aller à droite. Bon, alors, alors même pour faire des jeux, il faut aller chercher l'intention de la personne, aller chercher des informations. Vous allez peut-être aller chercher aussi géolocaliser le joueur. Et le fait de géolocaliser, ça va vous servir de savoir si le soleil est levé chez lui ou si le soleil est couché. Et puis là, ben, si le soleil est couché, peut-être que vous allez vouloir lui présenter le format nuit de votre jeu, alors que quand le soleil se lève, vous lui présentez le format jour. Alors, vous comprenez qu'on soit dans l'industrie du jeu, dans l'industrie de l'automobile, on doit aller chercher des informations, les traiter et les envoyer. Comment on fait ça avec un ordinateur? Il faut expliquer tout ça à l'ordinateur. Il faut tout lui expliquer. L'ordinateur ne fait rien par défaut. L'ordinateur n'est pas plus brillant que votre grille-pain. Hein, votre grille-pain, si vous lui dites rien, il reste sur le comptoir de la cuisine et puis ben, il fera absolument rien. Donc c'est la même chose avec l'ordinateur. Si vous le laissez sur le comptoir de la cuisine, il va rester sur le comptoir de la cuisine puis il fera rien. Alors, comment on parle à un ordinateur? Il faut parler avec des langages, hein. Il faut apprendre le langage, il faut apprendre à lui parler, en fait. Et puis, comme un être humain, hein, il y a des êtres humains, si on veut communiquer avec eux, il faut leur parler en français. Il y a des êtres humains avec qui il va falloir parler en anglais. Donc, il existe différents langages. Par contre, les ordinateurs, c'est un peu différent. On ne peut pas dire qu'un ordinateur parle Python, puis un autre ordinateur parle en C. Là, c'est un peu différent. En fait, c'est nous comme programmeurs. Peut-être qu'on va apprendre le Python, puis on va préférer parler en Python. Peut-être qu'on va apprendre le C, puis on va préférer lui parler en C. Et puis souvent comme programmeur, on va apprendre plusieurs langages parce que certains langages permettent souvent de communiquer certaines informations. On est plus à l'aise de faire des trucs dans un langage
puis on est plus à l'aise de communiquer un autre type d'instruction dans un autre langage. Donc, et puis aussi, l'industrie a évolué pour mettre à disposition certains langages, souvent plus faciles pour faire tel type de choses, parfois plus faciles pour faire tel autre type. Vous allez remarquer souvent sur des blogs, des réseaux sociaux, peu importe, des questions du genre quel est le meilleur langage? Quel est le meilleur langage? À mon avis, c'est une question stupide parce que il faut savoir qu'est-ce que la personne veut faire. Quelle est la question plus précise? C'est quel est le meilleur langage pour faire telle chose? C'est, c'est, Quel langage me recommandez-vous pour faire telle chose? C'est plus ça la question. Quel est le meilleur langage? C'est un peu farfelu comme question. En fait, un ordinateur, il faut savoir lui parler. Et puis, on peut lui parler dans à peu près n'importe quel langage, puis on peut pratiquement tout faire dans- Il y a des langages qui sont un peu limités. Il y en a qui ils incluent plus de librairies pour aller vers tel type d'industrie. Mais vous allez voir avec le temps que quand on sait parler à un ordinateur, on est capable d'obtenir une information, de la traiter et de l'envoyer ailleurs. Eh bien, on est capable de le faire dans à peu près n'importe quel langage. L'important pour vous, c'est de vous familiariser avec un langage. Vous allez pouvoir dire à peu près tout ce que vous voulez à l'ordinateur avec ce langage-là. Et à l'occasion, peut-être que vous allez avoir un module dans votre logiciel dans lequel vous allez faire dans un langage différent parce que cette interface-là se développe très bien avec ce langage-là, puis vous allez interfacer les deux ensemble. Donc, je vous donne un exemple. Euh, Vous avez fait un site web en PHP parce que vous vous êtes abonné à un endroit pour vous offrir un bon prix. L'hébergeur met à disposition Linux parce que c'est gratuit, PHP parce que c'est gratuit, Apache parce que c'est gratuit et MariaDB parce que c'est gratuit. Ces quatre composantes-là, vous allez les voir souvent parce qu'elles font partie du logiciel libre. Et comme c'est gratuit, ça permet à l'hébergeur de vous offrir un excellent prix. Faut pas penser que l'hébergeur va vous le faire gratuit parce que l'hébergeur doit quand même payer l'électricité puis des employés, mais il a réussi à réduire ses coûts en utilisant des logiciels libres de droit comme ceux-là. Donc, si vous programmez en C, donc là où je veux en venir, c'est que si vous programmez en C et vous voulez aller vers le web, et qu'avec le web, vous avez cette série d'outils gratuits qui est souvent à votre disposition, ben, il n'y a rien qui vous il y a rien qui vous empêche de faire le front-end. Le front-end, en passant, c'est un terme qu'on utilise pour dire qu'est-ce que l'utilisateur voit. Qu'est-ce qui est vu par l'utilisateur? On appelle ça le front-end. C'est en avant-plan. Et c'est ce qui est en avant-plan, généralement, c'est ce que l'utilisateur voit. Et puis, derrière ça, il va y avoir le back-end. Le back-end, faut le voir faut le voir comme dans un magasin. Le front-end, ce serait les étalages et la caissière. Le back-end, ce serait derrière les portes où c'est écrit employé seulement. Là, il faudrait traverser les portes et aller voir ce qu'ils ont dans l'entrepôt et toute la logistique pour la réception de marchandises, l'étiquetage de la marchandise, puis ce genre de choses-là. Donc, en informatique, on a un front-end, ce qui est généralement une couche vue par l'utilisateur, et un back-end, qui est généralement une série de choses qui se passent en arrière-plan. Donc, j'en reviens à parler à un ordinateur. Donc là, on sait que on sait que tout est une information. On sait que, il y a une façon de transmettre des informations, comme là, la parole. Moi, j'utilise la parole et grâce à vos haut-parleurs ou vos écouteurs, peut-être que vous avez des écouteurs, vous pouvez entendre ce que je dis et je vous transmets cette information-là. J'ai des connaissances en informatique. Je prétends pas que je connais tout,
mais j'ai un bagage de connaissances avec 30 années que j'ai d'expérience sur le marché du travail. Alors, je partage mes expériences, mais il y a des expériences que je n'ai pas. Il y a des connaissances que je n'ai pas. Je ne pourrais pas vous les partager. Et puis, par contre, si vous voulez les partager avec moi, je suis toujours assoiffé de connaissances. Alors, on pourra chatter, discuter. C'est toujours intéressant. Donc, on sait qu'on peut partager des informations. Maintenant, on veut utiliser un ordinateur, mais on se dit, OK, mais comment je fais? Hein, ça, c'est la question dont les débutants se posent. Comment je fais? C'est quoi un langage de programmation? Je comprends pas. Donc, et c'est normal. Donc, vous êtes débutant, vous débutez. Alors, c'est un langage. Donc, il faut apprendre un langage. Donc, c'est simple. C'est comme si je vous disais, vous voulez aller en Chine, ben apprenez à parler mandarin. Et puis, vous allez pouvoir communiquer avec la population là-bas. Vous allez en Espagne, prenez un livre d'espagnol, apprenez l'espagnol. Et puis, quand vous allez arriver en Espagne, vous allez parler espagnol. Donc, c'est pas évident, apprendre une langue, c'est pas facile. Ça prend beaucoup de pratique. Mais c'est la même chose en programmation. Pour parler à un ordinateur, vous voyez, l'ordinateur est devant moi ici, là. Il se passe absolument rien, puis il fait rien tant que je lui dis rien. Alors, comment lui parler? Ben, c'est ça la programmation. Donc, il faut d'abord avoir, ben, d'abord, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Hein? Vous voulez lui dire quoi, l'ordinateur? Y avez-vous déjà pensé à ça? Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Vous voulez lui faire des choses. Hein? Ça, c'est normal. Alors, il faut lui expliquer quoi faire et comment lui expliquer. Vous allez devoir apprendre au moins un langage de programmation. Sachez qu'il y a deux grandes familles de langages de programmation. Il y a une famille de langages qu'on appelle des langages interprétés et des langages compilés. Un langage interprété, vous allez devoir avoir l'interpréteur sur la machine et le code source généralement, parce que c'est toujours le code source qui va être exécuté. En fait c'est l'interpréteur qu'on lance et l'interpréteur passe à travers votre code source pour parler à l'ordinateur. Donc, c'est comme si j'avais un interpréteur avec moi. Je m'en vais, euh, je m'en vais en Espagne, comme je disais tantôt. Et comme mon interpréteur parle anglais et espagnol, je l'amène avec moi. Je vais lui parler en anglais et lui va être capable de communiquer avec les Espagnols. Donc, ça me prend un interpréteur. Il va, je vais lui parler, je vais lui parler dans une langue et lui va lui parler dans une autre langue. Donc, c'est ça un interpréteur. Un compilateur, ça, c'est qu'on va on va parler, on va d'abord écrire dans un langage, puis quand on compile, ce langage-là est transformé en binaire. Parce que l'ordinateur, la seule chose qu'il comprend, c'est du binaire. Alors, on va programmer, et quand on compile, on crée un binaire, et là, on n'a plus besoin d'interpréteur. Quand on donne le binaire à l'ordinateur comprend les instructions et il les fait. Donc, voilà. Un interpréteur, c'est un programme qui a été écrit par une compagnie quelque part, ou un individu, ou une communauté d'individus. Et ils ont écrit un interpréteur. Je vais vous donner un bon exemple, Python. Python, c'est un interpréteur. Donc, vous installez Python sur votre ordinateur. Et vous, quand vous programmez en Python, c'est comme si vous parlez Python, mais jamais votre code va être traduit en binaire. En fait, c'est Python qui va, qui va donner des instructions en binaire à l'ordinateur. Vous dites, OK, moi je vais apprendre à parler Python. Je vais toujours utiliser Python comme interpréteur pour que lui transmette les instructions en langage machine à mon ordinateur. Le langage machine, c'est un autre terme pour dire que c'est du binaire. Vous allez peut-être entendre des fois plusieurs termes là, qui veulent à peu près dire les mêmes choses. Là. Donc, on programme jamais en langage machine. On programme dans un langage un peu plus évolué. Certains sont interprétés et certains sont compilés. Donc, je vais vous donner un exemple, sans plus tarder, de deux langages interprétés
Donc, je vais y aller avec Python pour commencer. Vu qu'on est en train de parler de celui-là, je vais l'appeler, j'ai plus d'idées pour les noms, donc je vais l'appeler SSSSS.py. On termine souvent avec une extension, mais c'est pas nécessairement obligatoire. Il pourrait vraiment s'appeler juste comme ça, mais c'est plus simple pour nous comme humains. Et puis en plus, il y a des éditeurs de texte qui, grâce à cette extension, vont vous le colorer dans de la bonne façon. Donc, je vais écrire un petit programme en Python qui va être un... Et puis ensuite, pour que l'ordinateur exécute l'instruction, je vais avoir besoin d'un interprète avec moi. Parce que là, moi, j'écris en Python, et comme Python n'est pas compilé, j'ai besoin d'un interprète pour expliquer en langage machine à l'ordinateur quoi faire. Voyez-le pareil comme si vous allez en Espagne et vous ne parlez pas espagnol. Vous amenez un interprète avec vous, mais l'interprète ne parle pas français. Donc, vous ne parlez pas espagnol, mais lui parle espagnol, mais il ne parle pas le français. Alors, comment parler à votre interprète pour que lui parle en langage machine aux autres et qu'il comprenne et qu'il vous réponde? Alors, vous allez, si jamais il est allemand, votre interprète, il parle allemand et il parle espagnol, ben, vous allez devoir lui parler en allemand et lui va parler en espagnol au restaurant pour vous, pour commander une assiette de spaghettis, par exemple. Donc, voilà. Donc, j'y vais avec mon langage interprété. Et puis, je veux dire à l'ordinateur, là, dans le fond, c'est que je vais parler en Python et ce sont les instructions que je veux que l'ordinateur exécute. Je veux que l'ordinateur affiche Bonjour le monde, hein, célèbre Hello World, que j'ai traduit en français. Alors voilà, c'est juste ça mon programme. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis, c'est ma première instruction en Python. Alors, si je regarde dans Linux, j'utilise Linux ici. Je vais rajouter chmod plus X. Donc, c'est pas un cours de Linux aujourd'hui. Alors, je vais juste vous expliquer sommairement. Là, je viens de rajouter des droits pour exécuter comme si c'était du langage machine. Donc, si je lance mon programme Python comme si c'était du langage machine, eh bien, le système d'exploitation ne sait pas quoi faire avec ça. Donc, il ne comprend pas. C'est comme si j'allais en Espagne et je leur parle en Python. Ils ne comprendront rien. Alors, il va y avoir des messages d'erreur parce que je parle pas espagnol et eux ne parlent pas Python. Alors, c'est là que j'ai besoin d'un interprète. J'ai vraiment besoin de quelqu'un entre moi et la machine qui va être capable de comprendre le Python et parler en langage machine. Alors pour ça, je vais lancer Python 3.8, puis je vais dire à Python que les instructions se trouvent dans ss.py. Et là, je vois Bonjour le monde. Alors, vous voyez ici là, que Python a, a compris que je voulais faire afficher à l'écran Bonjour le monde. Il l'a transmis à l'ordinateur en langage machine. Alors, l'ordinateur a fait mes instructions que j'avais demandées. Il l'a affiché à l'écran Bonjour le monde. Donc, c'est comme ça qu'un langage interprété fonctionne. Je vais vous montrer un deuxième langage interprété, le Bash, en Linux. Sur Windows, vous allez trouver PowerShell, si jamais, ça vous intéresse. Le Bash, juste avant, je vais vous montrer deux, trois commandes Linux parce que le Bash, ça permet d'enchaîner une suite d'instructions Linux. Donc, ls-l, vous voyez que ça m'affiche le contenu du répertoire. La commande date m'affiche la date avec l'heure. Et j'aurai la commande df-h qui m'affiche df qui veut dire Display File System. Donc ça m'affiche les systèmes de fichiers que j'ai dans mon ordinateur. Donc juste pour vous montrer que maintenant, je voudrais dire à l'ordinateur, affiche-moi le contenu du répertoire, donne-moi la date et l'heure et affiche-moi mes files système. Ben, je vais lui donner ces trois instructions-là et qu'il les fasse un à la suite de l'autre.
Comme ça m'éviterait la prochaine fois d'avoir à rentrer les trois commandes. Je pourrais rentrer juste le nom de mon programme qui ferait les trois choses. Mais imaginez que si vous en faisiez un millier à chaque fois, là, vous ne voudriez pas les faire les 1000 commandes à chaque fois. Alors, vous écrivez un petit, on appelle ça un shell script. Je vais l'appeler script.sh. Donc, c'est un petit shell script, généralement qui commence par user bin bash. Bin bash. OK. Sur certains ordinateurs, et parfois il va être dans user bash ou user bin bash. Donc, ça va dépendre de si vous êtes sur Unix, AIX, Sun Solaris, différence entre BSD et d'autres distributions de Linux. Alors là, c'est une directive de compilation, une directive pour mon interpréteur, mais je ne la mettrai pas. Je ne la mettrai pas juste pour les besoins d'enseignement. Là, je l'ai mis par réflexe, là, mais il faut que je laisse mes réflexes de côté. Alors, ls-l, je veux que ce soit la première instruction qui soit faite. Je voudrais ensuite qu'il m'affiche la date du jour avec l'heure et qu'il me donne ensuite un df-h. Et puis, juste pour... je vais faire écho avec des petites lignes comme ça au début. Echo, dans ce langage-là, echo, c'est l'équivalent de faire un print en Python. Tantôt, j'ai fait print bonjour le monde. Ici, je pourrais faire echo. Echo bonjour le monde. Et puis ls, la date et tout. Donc voilà. Même principe, j'ajoute le X à mon script. Et si j'essaie d'exécuter mon script, bon, là, ça fonctionne parce que je suis dans un bash. Et par défaut, bash l'a exécuté, mais ce script-là n'est pas compilé. Une façon de le lancer, ce serait bash script.sh. Et puis voilà, mon script s'exécute. Vous voyez ici, echo commande not found parce que j'ai fait une erreur de syntaxe dans mon echo. On va aller régler ça. CHO. Et puis on va laisser faire le DF parce qu'il affiche beaucoup de choses et puis je veux voir un peu ce qui se passe. Alors voilà, mon script.sh a été interprété. Donc encore là, j'ai rien écrit en langage machine. Hein, si je fais un cat de SS, c'est mon code source qu'on voit ici. Si je fais un cat, la commande cat de script.sh, je vois mon script.sh. Pour les lancer, j'ai besoin d'un interpréteur. Étant donné que ce code-là est écrit en Python, j'ai besoin d'un interpréteur Python. C'est le même principe. Allez pas en Espagne avec un interpréteur qui parle russe. Ça vous donne rien. Ça ne fonctionnera pas. Il va y avoir des erreurs. Si j'essaye Bash avec SS, ça ne fonctionne pas. Et si j'essaye Python 3.8 avec mon script.sh, eh bien, ça ne fonctionne pas. Les deux ne comprennent pas. C'est que là, j'ai pas le bon interprète. C'est comme si j'allais en Russie, j'allais en Espagne avec un interprète russe. Je parle à mon interprète parce que mon interprète russe parle français, puis je parle juste français. Et il traduit tout en russe à l'espagnol, ben ça me donne rien, là, ça ne fonctionne pas. Il faut avoir le bon interpréteur. Ben, pensez-y, là, si ça prend le bon interpréteur, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous voulez rouler du code Python, ça vous prend Python. Point barre, essayez pas d'autre chose. Si vous essayez d'autres choses et que ça fonctionne, puis vous faites des tours de passe-passe, c'est possible. Mais vous êtes le type de programmeur que j'appelle un bisouneux qui fait du n'importe quoi puis que ça marche, mais c'est pas de la vraie programmation. Vraie programmation, tu programmes avec des vraies affaires, tu utilises les bons interpréteurs pour interpréter le bon code, puis tu fais les choses comme il faut. Tu respectes ce qu'on appelle les meilleures pratiques de l'industrie ou les best practices. Donc voilà pour les interpréteurs. Maintenant, je vais vous montrer un compilateur. Compilateur C. Et puis, dans nos prochains capsules vidéo, on va utiliser un peu plus le C pour parler à un ordinateur. Donc, les deux que je viens de vous montrer, Python et Bash, c'est des langages
interpréter. C'est un À nulle part, il y a du code machine. En fait, Python, c'est le code machine qui est capable de lire du Python et de parler à l'ordinateur. Mais un langage compilé, c'est on va l'écrire, nous, dans un langage, puis le compilateur va le traduire en langage machine. Et ça fait en sorte qu'on n'aura pas besoin d'interpréteur parce qu'on a déjà on a le code machine à ce moment-là. Donc, je vous montre un exemple. Je vais faire un petit programme que je vais appeler prog.c. Et puis, j'inclus, en C, on inclut généralement stdio.h. Et un que j'aime bien inclure, c'est stdlib.h. Donc, on écrit une fonction main en C. Et puis, on va généralement printf. Bonjour le monde. Alors voilà, là j'ai mon programme qui est écrit en C. Et puis, je vais faire un peu comme si c'était un interpréteur, OK? Pour vous montrer que ça ne fonctionne pas interprété. On n'est pas dans un langage interprété ici. Je vais rajouter un X pour l'exécuter. Et puis là, si j'essaie d'exécuter prog.c, ça ne fonctionne pas. Et si j'essaie gcc prog.c, ben, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. GCC, en passant, c'est GNU C Compiler. Et vous voyez qu'ici, il ne m'a rien affiché à l'écran parce que ce n'est pas un interpréteur qui a essayé de fournir les instructions. C'est pas ça que ça fait. Quand on exécute GCC et qu'on ne donne pas d'autres paramètres, ce programme-là nous crée un exécutable. Donc, vous voyez qu'ici, les codes sources, comme je n'ai pas tapé beaucoup de lignes de code, ils sont très petits, hein. Il y a 31 caractères dans celui-là, 101 dans mon script, 91 dans mon programme. Mais ici, j'ai 16 cas. Mais par contre, ça ici, c'est un exécutable, c'est du langage machine. Là, je n'ai plus besoin d'interpréteur entre mon programme écrit en C et la machine. Quand je vais rouler A.out, en fait, mon interpréteur, ça a été GCC, mais on appelle ça un compilateur plutôt. C'est que le compilateur prend mon code source que j'écris dans un langage. Dans notre cas ici, là, le GCC, c'est lui qui me donnerait toutes les instructions pour me débrouiller en Espagne. Alors, quand je vais arriver en Espagne, plutôt que de prendre mon code source, je vais prendre celui-là ici. Et puis, c'est déjà en espagnol, j'ai pas besoin d'interprète. C'est ça la différence. C'est pour ça qu'on dit que c'est un langage compilé. C'est qu'ici, il n'y aura pas besoin d'interprète entre mon langage de programmation et mon ordinateur. Le langage machine est là. Si je répète ma fameuse commande 4 tantôt, vous voyez, ça c'est le code source. J'ai besoin de Python pour l'exécuter. Ça c'est mon script. J'ai besoin de Bash pour interpréter ce script-là. Prog.c, c'est mon programme écrit en langage C, qui donne aussi, tous mes programmes donnent l'instruction à l'ordinateur d'afficher bonjour, mais c'est des langages différents. Comme dans un langage, je dirais hi, buenos dias, bonjour. Donc, ça veut tout dire la même chose, c'est juste que ensuite, il faut les convertir en. Donc, ça nous prend un interprète pour que l'autre comprenne qu'on est en train de lui dire bonjour. Ou on n'a pas d'interprète, puis on dit tout de suite en langage machine à l'ordinateur. Alors, le passage du code source au langage machine, ça s'est fait par GCC. Et là, j'ai A.out, qui lui serait mon langage machine. Alors, vous voyez ici, c'est complètement incompréhensible parce que ça c'est écrit en langage machine. Et ça, si je fais chmod plus x de A.out et j'exécute A.out, ben, ça dit bonjour le monde. Donc là, j'ai pas eu besoin d'interprète. La machine a compris ce code-là ici et a compris que ça voulait dire affiche à l'écran bonjour le monde.
Alors, voilà pourquoi j'ai pas besoin d'interpréteur, parce que mon programme est compilé. C'est la différence entre interpréteur et compilé. Les avantages et désavantages maintenant, il y en a sûrement plusieurs. Je vais juste vous en donner un ou deux. Moi, personnellement, j'aime les langages interprétés euh, quand ça ne, quand mon programme ne nécessite pas de performance. Je vous donne l'exemple de mon bash. Euh, Vous voyez, ça affiche bonjour le monde, ça m'affiche le contenu du répertoire, la date du jour. Ça n'a pas besoin d'être performant. Je vais mettre la commande time devant, qui est une commande en Linux qui permet de chronométrer la commande qu'on veut exécuter. Donc, vous voyez, la commande s'est exécutée, puis maintenant, elle a été chronométrée. Elle a pris 4 millièmes de seconde. Alors, moi, là, comme programmeur, pour mon client aussi, si je suis capable d'exécuter ces instructions-là en 4 millièmes de seconde, tout le monde est satisfait. Donc, euh, donc, j'aime les langages interprétés parce que c'est simple à programmer. Le code est là. Si on a besoin de modifier le code, on peut le modifier facilement en disant bonjour le monde 4444. Et puis rapidement, bonjour le monde 4444, notre programme est modifié. C'est relativement performant. En fait, du langage interprété, voilà une lacune, ce n'est pas performant. Je comprends qu'à vos yeux, comme débutant, vous trouvez que 4 millièmes de seconde, c'est rapide. Sachez que mon programme ne fait pas grand-chose. Si mon programme avait 10 000 lignes de code, là, je serais peut-être plus dans l'ordre des 5 secondes, par exemple. Donc là, 5 secondes, euh, imaginez-vous vous-même quand vous allez sur Internet, vous faites une recherche, vous cherchez des pommes et des oranges. Alors vous tapez pommes et oranges, et si le site ne répond pas après une demi-seconde, vous êtes fâché parce que vous trouvez que c'est long. Et puis là, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, puis c'est donc bien long, puis c'est donc bien long. Alors, il arrive que on a besoin de plus de performance. Donc, en C, si j'écris 10 000 lignes de code, on va quand même être dans l'ordre des millièmes de seconde. Donc, si j'essaie de là, mais on ne pourra pas voir une énorme différence parce que mes programmes sont tellement petits, ils ne font tellement pas grand-chose. Vous voyez ici, il est 4 fois plus rapide, mais c'est tellement petit que pour moi, c'est pas tellement significatif. Mais on arrive à 4 millièmes de seconde pour le programme qui n'a pas besoin d'interprète, alors que celui qui a besoin d'un interprète a pris 4 millièmes de seconde. Mais ça, on verrait une plus grosse différence si on avait un logiciel complet. On verrait que interpréter, c'est pas performant. Ben, c'est pas performant. 4 millièmes de seconde, là, personne ne va s'en plaindre, tout le monde va être content. Par contre, si votre logiciel développait, je sais pas, devait lire une base de données avec 30 millions d'enregistrements, parce que vous avez une grande banque, et dans votre banque, c'est toute la population, une bonne partie de la population des États-Unis qui est client chez vous. Vous êtes Bank of America ou Morgan Stanley. Vous avez tellement de clients. À la fin du mois, quand vous calculez les intérêts hypothécaires des clients et que vous avez 30 millions de prêts hypothécaires, ben, dans un langage interprété, ça serait un peu long. Passer à travers tous les clients, puis tous les calculs d'hypothèque. Alors, on va généralement utiliser des langages compilés. Et là, on a des gains de performance parce que tout le temps d'exécution a un coût. Donc, c'est pour ça que quand on va travailler avec des gros volumes d'informations, on va aller vers des langages compilés. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous amenais vers la programmation, vers les langages, différence entre interpréter et compiler. Et prochaine vidéo, on va aller un petit peu plus en C. Et puis, on va regarder un peu comment on définit des variables et comment on peut pointer à différents endroits dans la mémoire.
Et puis là, on va commencer à donner des instructions, un petit peu plus d'instructions à nos programmes informatiques pour faire un petit peu plus de choses à l'ordinateur. Aujourd'hui, on lui a juste fait afficher Bonjour le monde dans 3 langages différents, mais ça au moins, ça vous aide déjà à comprendre qu'il faut parler à l'ordinateur pour lui donner des instructions. Et comment on lui parle? Ben, il faut apprendre le langage. Donc, vous pouvez apprendre le langage machine si vous voulez, mais il n'y a pas grand monde qui programme en langage machine. La plupart des gens vont programmer soit avec un interpréteur, soit avec un compilateur, souvent avec les deux, parce que parfois tu vas faire un petit module avec ton interpréteur, puis tu vas faire un autre module avec ton langage compilé. Souvent, les logiciels ou les plateformes utilisent plusieurs langages. Ben, plusieurs, euh, deux, trois, quatre, mais pas 10 inutilement. Alors, pour continuer les autres séances de formation, on ne va pas s'attarder à tous les langages qui existent. De toute façon, je ne les connais pas tous. Et il y en a que je connais, mais je ne les connais pas en profondeur. Je connais juste ce que j'ai eu besoin de faire dans ma carrière, alors qu'il y en a d'autres que je suis allé plus loin. Parce qu'en plus de le faire pour ma carrière, j'en fais dans mes temps libres et j'aime ces langages-là. Alors des fois, je me suis permis d'aller un peu plus loin. Alors, bref, l'idée ici, c'est de vous transmettre la connaissance. Familiarisez-vous, devenez très très bon dans un ou deux langages. Et quand vous allez être très très bon dans un ou deux, vous allez remarquer que quand vous changez de langage, vous vous retrouvez assez facilement avec la syntaxe. On va voir aussi un peu plus tard dans la formation. Là, les 3 programmes que j'ai écrits, c'était des programmes linéaires, programmation linéaire. Les lignes sont exécutées une à la suite de l'autre. Mais on va arriver à un moment donné dans du événementiel et de la programmation orientée objet, où là, il faut penser un peu différemment parce que le code ne s'exécute pas tout à fait un à la suite de l'autre. Un bout de code va être exécuté lorsqu'un événement survient, comme un clic ou double clic. Ce sont des événements. Alors, il est possible que quand on clique sur le bouton de droite, c'est un bout de code qui est exécuté, alors que quand on double-clique sur le bouton de gauche, c'est un autre code qui soit exécuté. Vous l'avez expérimenté vous-même. Quand vous cliquez sur le bouton de droite sur un icône, il apparaît un menu. Mais si vous double-cliquez dessus, le programme est lancé. Parce que cet objet-là, le bouton, reçoit des événements puis peut s'adapter en fonction des événements. On verra ça un peu plus tard. On va commencer par de la programmation linéaire. En C, je vais vous monter en compétences là-dessus. Et puis, quand on va avoir monté un peu en compétences là-dessus, on va regarder un petit peu plus l'orienté objet, puis de l'événementiel aussi. Toujours en back-end, on ira un peu vers le front-end aussi. Alors, tout ça, ce sera dans d'autres capsules vidéo. Donc, merci. J'ai commencé avec ces 3 langages-là. Pratiquez les Python et C, qui sont des langages quand même assez répandus. Le Bash scripting, c'est répandu seulement si vous allez vers une carrière dans Linux. Si vous pensez que votre carrière va vous amener plus vers Windows, essayez PowerShell et puis installez PowerShell. Donc, débrouillez-vous avec ça, amusez-vous avec ça, puis vous allez pouvoir vous débrouiller pour faire justement des grandes choses avec ces choses-là. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.